Reprise du dialogue en Guyane avec le gouvernement. Le collectif pour que la Guyane décolle a reçu hier après-midi une contre-proposition du gouvernement, tandis que Michael Mancé, figure emblématique du mouvement, chef de file des 500 frères, a annoncé son retrait de la mobilisation. Et quel avenir pour France Antilles? Le quotidien en redressement judiciaire est à la recherche d'un repreneur. Le nom de la société Agir Média, dirigée par la petite fille du fondateur Robert Hersant, est cité. Face à ces annonces, les journalistes se disent inquiets. Et coup d'envoi de la campagne de déclaration de revenus 2017, la dernière avant le passage au prélèvement à la source en 2018. Quelles sont les nouveautés cette année? Le reportage de Linda Kayarsi est à venir. Et enfin, Cyril Sinelu revient sur le devant de la scène. Le chanteur martiniquais révélé par la Star Academy en 2006 sort un single, une chanson en créole, un hommage à toutes les mamans. La chanteuse Jocelyne Biroir l'accompagne dans ce projet musical. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis ravie de vous retrouver. Le bras de fer entre Pou, la Guyane décollée et le gouvernement serait-il en passe de s'achever? Après un mois de conflit social, le dialogue a repris hier soir. Le gouvernement a donné une réponse au projet de protocole d'accord soumis par le collectif. Une contre-proposition étudiée en ce moment même par les élus, experts et avocats rassemblés en session de travail, tandis que Michael Mancé, figure emblématique du mouvement, jusqu'à présent porte-parole du collectif et chef de file des 500 frères contre la délinquance, a annoncé hier son retrait de la mobilisation. Au milieu de la mobilisation, il était le meneur, celui auquel une partie de la population s'était identifiée, celui que tous suivaient. Michael Mancé a été propulsé au devant de la scène lors du mouvement qui touche tout le département, jusqu'à être choisi en tant que porte-parole officiel du mouvement dans sa globalité. Mais hier, après une dernière réunion avec les collectifs, en réaction à la réponse de l'Élysée sur les accords de Guyane, celui que tous surnommaient déjà Mika annonce son retrait des collectifs. En ce qui me concerne, on ne peut pas rattraper 50 ans de retard en 2 jours ou en 2 semaines, c'est pas possible. Je préfère me retirer pour leur laisser le soin de mener à bien la mission qu'ils ont choisi de mener. Une décision qui a eu l'effet d'une vraie bombe, mais qui n'est pas sans raison. Tout commence à la première assemblée générale de lundi où le durcissement du mouvement a été décidé par un vote. Mika décide de s'abstenir. À partir de là, pour celui qui était jusqu'alors le visage du collectif pour la Guyane décollée, ce n'est plus de l'abstention, mais un vrai désaccord sur les méthodes et les décisions prises par le collectif. La grosse difficulté quand tu es porte-parole, c'est de porter la parole même quand tu n'es pas d'accord avec ce que tu dois dire. Pour moi, les méthodes de barrage, de mobilisation, etc. ne sont pas les plus adaptées. Il valait mieux que je laisse quelqu'un d'autre le faire. La population, en ce moment, c'est la seule qui souffre de cette forme de mobilisation-là. Et pourtant, notre problème, il est avec l'État. Est-ce que l'État souffre en ce moment? Non. Pour moi, c'est illogique de taper sur la population pour laquelle on se bat. Et l'État est juste en train de se dire, mais combien de temps ils vont tenir avant que la population ne les étripe? Donc la solution qu'il propose, je ne dis pas qu'elle est mauvaise, je dis que ce n'est pas celle que j'aurais choisie. Pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, il faut trouver celle qui est la plus adéquate. Pour Mika, le combat n'est pourtant pas fini. Son objectif aujourd'hui est de faire comprendre à la population l'état réel de la Guyane et ses besoins. Loin de se retirer du mouvement, il souhaite plutôt combattre sur un autre front. Et nos confrères de France Antilles sont une nouvelle fois dans la tourmente. Le quotidien a été placé en redressement judiciaire le 12 avril dernier et attend aujourd'hui d'être racheté. Plusieurs candidats seraient intéressés, mais les journalistes se disent inquiets, mais surtout éreintés par les différents plans sociaux subis par le quotidien depuis 2015. Voyez la réaction de l'un de ses potentiels repreneurs, Philippe Labi, ancien directeur de l'information de la chaîne M6, qui depuis 2013 dirigeait sa société de conseil Labi Média. Il est interrogé par Alwyn Courcy. France Antilles, c'est une institution. France Antilles, c'est un héritage, c'est un patrimoine. Et c'est la raison pour laquelle Odja Cretar, qui est minoritaire dans le groupe, c'est extrêmement important de le préciser, a décidé, avec moi-même et avec d'autres, une équipe, nous sommes toute une équipe, d'incarner un projet, une véritable alternative, un vrai projet de relance basé sur quoi? Basé sur des principes de fond qui sont l'indépendance éditoriale, la liberté, le respect des gens, le respect des équipes, la fluidité, remettre au cœur le journalisme, du contenu papier
On va préserver le support papier avec la complémentarité digitale. Notre volonté, c'est de sauvegarder au maximum les emplois, les équipes. Bien sûr qu'il faut organiser les choses, ça on va le voir ensemble, avec eux, pas contre eux, mais avec eux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, en termes de contenu pur, il est évident qu'à l'horizon 2017-2018, il faut que le support papier passe le plus vite possible. Il faut qu'on voit avec les imprimeurs, évidemment, qu'on va interroger, avec lesquels on va discuter et dialoguer, le passage en quadrichromie. C'est extrêmement important. Pour la partie numérique, il faut à terme qu'évidemment on se déploie sur la toile et sur tous les supports digitaux, sur les smartphones, sur les applis. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Probablement un studio télé aussi ou un studio vidéo. On a des choses à créer autour de la marque pour faire rayonner les contenus et le journalisme à travers l'ensemble de ces supports. Et la campagne 2017 de déclaration des revenus a commencé aujourd'hui en Guadeloupe. Le directeur des finances publiques, d'ailleurs, a organisé une conférence de presse pour expliquer les nouveautés de cette année. Reportage, Linda Kayarzi. Pour la campagne 2017 de déclaration des revenus, les finances publiques poursuivent la généralisation de la déclaration en ligne. Sont concernés les foyers dont la résidence principale est équipée d'un accès Internet et dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 28 000 €. Toutefois, ceux qui estiment ne pas être en mesure de la faire peuvent continuer à utiliser une déclaration papier. Cette tendance est donc obligatoire, elle est irréversible, elle est naturelle au demeurant puisqu'elle s'inscrit dans une logique beaucoup plus globale de modernisation de notre relation à l'usager qui elle-même est motivée par un souci partagé de simplification et d'allègement. Et de la même façon d'ailleurs en matière de paiement, dès 2017, vous êtes obligé de télépayer, c'est-à-dire de payer soit par le système de mensualisation, soit par le système du paiement à l'échéance, du prélèvement à l'échéance, qui tous les deux sont des prélèvements automatiques, dès lors que vous avez plus de 2 000 € d'impôts à payer, ce qui est quand même un seuil assez bas. Les principales démarches fiscales peuvent être effectuées en ligne et sur les smartphones en toute simplicité et sécurité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et ce jusqu'au 6 juin minuit, pour la déclaration papier le 17 mai minuit. Cette nouvelle campagne d'information est aussi l'occasion pour la Direction générale des finances publiques d'arborer une nouvelle signature « L'impôt s'adapte à votre vie ». La signature permet de mettre en valeur à travers le site impôt.gouv.fr le bouquet de services offerts, mais aussi de rappeler que le prélèvement à la source permettra à l'impôt d'être plus réactif au changement de situation personnelle et professionnelle des contribuables. Alors, le prélèvement à la source, chacun l'aura bien compris, ça n'est pas une réforme fiscale, c'est une réforme de modalité du recouvrement, c'est-à-dire de l'encaissement de l'impôt sur le revenu. C'est quelque chose qui est prévu par la loi de finances, c'est donc une disposition d'ordre légal qui s'impose à toutes et à tous, qui a vocation à être mise en œuvre à compter de 2018. Avec le prélèvement à la source, on change de dispositif puisqu'il y aura simultanéité entre l'année d'encaissement du revenu et l'année du paiement du revenu. Pour faire simple, on met en place un dispositif technique totalement automatisé qui permettra d'avoir un ajustement contemporain entre précisément le niveau du revenu et le montant de l'impôt payé et à payer en année N. En Guadeloupe, la télédéclaration avoisine les 36%, un pourcentage encore inférieur par rapport à l'Hexagone. L'objectif de la Direction générale des finances publiques, s'aligner sur les chiffres nationaux dans les prochaines années, avec notamment l'obligation de télédéclaration et télépaiement. S'agissant de l'accueil physique, il sera préservé et amélioré avec la mise en place d'un accueil dit personnalisé sur rendez-vous pour permettre un règlement rapide de sa situation fiscale, mais surtout de diminuer considérablement les files d'attente. Et dans le reste de l'actualité, le Conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Cap-Excellence, il a eu lieu ce matin. Il était question pour les élus communautaires de délibérer sur divers dossiers importants. Le point avec Isabelle Hamon. Bonne nouvelle pour les administrés de l'agglomération Cap-Excellence, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts malgré les grands investissements. Les plus clés pour 2017, c'est l'unité de traitement de l'eau à Perrin, dans ce grand chantier autour du futur CHU, la réhabilitation des réseaux Vétus, d'eau notamment potable, pour quand même 28 millions d'euros sur l'ensemble des 3 communes, Abim, Pointe-à-Pitre et Bémao, le centre des arts, qui est un instrument culturel de dimension pratiquement nationale, il faut le dire, quand même 10 millions d'euros qu'on y investit. La réhabilitation, ça c'est le domaine économique, créateur d'emplois, des zones d'activité économique de Petit Pérou, du gazon de Bourgogne aux Abîmes, de la Jaille, de Beau Soleil,
à Bémao, de Rue-Lamartine, de Sadi Carnot à Pointe-à-Pitre, hein, et les études au niveau, d'études pour le parc agroalimentaire qui devrait englober autour de l'aéroport, la Hogare, le futur marché régional, hein, marché alimentaire de gros. Néanmoins, concernant la fixation des taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue pour 2017, la zone Bémao voit une évolution de plus 1,96%. Les taxes sont payées, hein, par nos administrés. Il s'agira pour nous d'ici 2025 également d'aller vers un lissage, bien entendu, et donc des augmentations, puisque effectivement on ne peut pas se voiler la face. C'est une réalité, c'est la loi qui l'impose. Mais en dépit de cela, nous avons toujours habitué en tout cas nos compatriotes sur le territoire de notre ville, paiement d'une prestation équivaut à une qualité de service rendu. Avec une enveloppe de 102 millions d'euros, la communauté d'agglomération Cap Excellence envisage de nombreux projets emblématiques, notamment la rénovation du Centre des Arts. Le Centre des Arts continue. On a été très inquiets une fois que les fondations de la partie qui est reconstruite, une fois que ces fondations étaient terminées, on a dû faire face à la défaillance d'une entreprise. Et ça a vraiment pratiquement presque menacé d'interrompre le chantier. Mais heureusement, ce cap est franchi. Et après quelques mois de retard, maintenant, cette partie de reconstruction de la partie avant du Centre des Arts est en cours, sachant que dans la refonte du bâtiment existant, il n'y a jamais eu d'interruption des travaux. Un budget primitif 2017 qui concrétisera tous les projets de la communauté d'agglomération. Et en parlant de taxes, la ville de Pointe-à-Pitre figure parmi les villes où l'on paye le plus d'impôts. Comptez en moyenne 966 € par habitant. Qu'en pensent les principaux intéressés? Isabelle Amou leur a posé la question. On écoute leurs réponses. Et nous reviendrons ultérieurement sur ce sujet. Restez avec nous dans un instant. Nous allons voir le lancement du concours Talent BGE. Et enfin, les habitants de Vieux-Bourg-Mornalo, toujours mobilisés pour garder leur bureau de poste. Et je vous le disais, depuis son lancement, le premier concours de la création d'entreprise, le concours Talent BGE, a permis à plus de 1500 chefs d'entreprise d'obtenir un prix moyen de 4 000 €, de bénéficier de nombreux coups de pouce. Comment y participer? Linda Kayarsi nous explique tout, on regarde. Jusqu'au 30 avril 2017, sur son site internet, le concours Talent BGE de la création d'entreprise invite les artisans et dirigeants de start-up à briller. Les modalités sont simples, créer une société entre le 1er janvier 2016 et le 31 mars 2017. Les candidats doivent avoir été accompagnés par un organisme d'aide à la création d'entreprise. Jeunes pousses et serial entrepreneurs vont concourir dans 8 catégories de l'innovation, passant par le commerce. Depuis son lancement, le concours a permis à plus de 1500 chefs d'entreprise d'obtenir le prix moyen de 4 000 €, de bénéficier d'une campagne de communication d'envergure nationale et d'obtenir un label de qualité face à des partenaires financiers potentiels. Le concours Talent de la création d'entreprise, organisé par la BGE, donne l'occasion de voir les TPE comme des acteurs du développement économique et de montrer leur réalité, leur biodiversité, leur richesse. Et puis arrêtons-nous maintenant sur cette donnée. Plus d'un quart des électeurs ne sont pas sûrs de leur choix pour la présidentielle selon le dernier sondage du Centre de recherche de Sciences Po, réalisé les 16 et 17 avril dernier. Certains spécialistes y voient une perte de la crédibilité de la parole publique. Accordez-vous foi en la parole des hommes et des femmes politiques? C'est la question que Karen Diamin vous a posée. On écoute vos réponses. Absolument pas. Pourquoi? Pour un tas de raisons. Il aurait fallu que... Mais la société là où nous vivons, non. Les hommes politiques, non. Il faut une refonte totale, il faut revoir la Constitution, il faut revoir changement d'homme, voilà. La confiance, alors, est-ce qu'on doit dire qu'on a confiance ou non en un homme politique qui est là pour, qui va nous vendre ce qu'il a à nous vendre, qui va peut-être faire quelque chose de bon selon le point de vue auquel on se place? Confiance, non, je ne sais pas. Non, je ne fais pas confiance aux hommes et aux femmes politiques. Pourquoi? Parce que, comment dire, ils servent avant tout leur intérêt
au lieu de servir ceux du peuple. Moi, je ne les fais pas forcément confiance puisqu'ils n'appliquent pas forcément ce qu'ils disent. Alors, si vous voulez, il y en a à qui je ne fais pas de confiance du tout. D'abord, on est dans une présidentielle. Et la plupart, ce sont des premiers ministres, ceux qui sont là pour exécuter. Et il n'y a qu'une ou deux personnes qui ont vraiment une vision générale de président, qui savent être au-dessus des autres. Voilà, donc si vous voulez, mon choix est fait par une de ces deux personnes. Monsieur, est-ce que vous faites confiance aux hommes et aux femmes politiques? Oui, je leur fais confiance. Pourquoi? Parce que sans eux, on ne peut pas vivre. C'est eux qui développent le pays, qui demandent pour nous. Parfois, ils font des erreurs. Ça arrive à tout le monde. Même aux travailleurs, on arrive à faire des bêtises. Mais il faut leur faire confiance. Et ce samedi 22 avril sera célébrée la journée de la Terre. À cette occasion, les Guadeloupéens seront appelés à éteindre la lumière à leur domicile, et ce pendant 1 heure. Une opération initiée par l'association Végétal Plus. Son président est avec nous ce soir pour en parler. Alain Blas, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je l'ai dit, vous êtes le président de l'association Végétal Plus. On connaissait l'opération 1 heure pour la planète lancée par WWF. Tout à fait. Des centaines de pays dans le monde jouent le jeu, hein, chaque année. Expliquez-nous un peu comment cela va-t-il se passer samedi soir. Samedi soir, on va faire un geste simple. À l'occasion du Jour de la Terre, qui est une manifestation mondiale d'environnement. C'est la plus grosse, en fait, hein, plus de 200 pays mobilisés, 500 millions de personnes, et Végétal Plus est le représentant de cet organisme ici. Donc nous avons demandé à la population, une deuxième fois, parce que ça a eu lieu il y a 2 ans, d'éteindre une lumière entre 20h et 21h, justement, après avoir voté, on va dire, parce que c'est aussi jour de vote. Donc le 22 avril, faire un geste pour la planète, faire baisser la facture énergétique de l'île, et entre 20h et 21h, donc on va éteindre une lumière. À Paris, la Tour Eiffel éteint ses lumières. Est-ce que les entreprises guadeloupéennes ont également été invitées à participer à cette opération? Nous n'avons pas demandé malheureusement aux entreprises de le faire, mais nous avons fait le constat il y a 2 ans. Simultanément, si ce geste est fait, c'est 3 ou 4 mégawatts que nous avons pu diminuer sur la facture. Donc ça veut dire que tout un chacun peut faire des économies chez soi en achetant peut-être un chauffe-eau solaire au lieu d'un chauffe-eau électrique, mais en faisant des gestes simples, à savoir fermer la porte lorsque la clim est allumée. Il faut savoir c'est un circuit fermé et donc ça consomme 2 fois plus si la porte est ouverte. Alain Blas, est-ce que ce geste hautement symbolique a un impact sur l'environnement, la préservation de l'environnement? Tout à fait. C'est moins de gaz à effet de serre qui seront évités pendant 7 heures et c'est conséquent. Hein. Et donc on va mieux vivre quelques minutes, on va dire. Non, mais si c'est fait quotidiennement, si on fait des gestes tous les jours, dans sa voiture, dans sa maison, en achetant du bio, on va dire, en évitant de trop polluer, eh bien, c'est toute la planète qui en bénéficiera. Cette opération vise également à conscientiser la population guadeloupéenne sur la dépendance alimentaire. Oui. Je crois qu'ils sont également appelés à semer ce jour-là, dès 6 heures du matin. Un geste simple, hein. Donc on va proposer, parce que nous ne sommes pas à l'abri d'un problème concernant la venue de nourriture en Guadeloupe. On sait bien que notre port, c'est notre garde-manger. Il faut qu'on pense à l'autosuffisance alimentaire aujourd'hui et à l'autosuffisance aussi, l'autonomie concernant les énergies. Et donc, on va demander de faire un geste simple. Les enfants peuvent participer, déposer un haricot dans une plante, enfin, aller vers la terre, penser à la terre ce jour-là pour le bien-être de tout le monde. En fait. C'est une association qui est plutôt militante. Quel regard portez-vous sur la politique écologique qui est menée par les élus locaux? Est-ce que vous êtes satisfait? En fait, tout est à faire en matière de politique écologique. Nous ne pouvons pas être une île à vocation touristique et autres et qu'on ait des problèmes d'eau, qu'on ait des problèmes de déchets, que le touriste soit obligé de nettoyer la plage pour pouvoir faire bronzette. Donc en fait, il y a une carence, il ne faut pas le négliger. Il y a une carence au niveau de la politique écologique de la Guadeloupe. Mais à l'époque, quand j'ai démarré il y a 25 ans ou 30 ans, on me traitait un peu de fou. Hein. Mais
aujourd'hui, il y a une évidence. Mais justement, est-ce que les associations comme les vôtres vont à la rencontre des élus? Je pense au président du conseil régional qui a lancé l'écologie verte et bleue. Est-ce que vous allez à leur rencontre justement pour leur soumettre des propositions, vous militant depuis 25 ans sur cette problématique? Oui, mais c'est quotidien, c'est annuel. Nous avons pratiquement 6 ou 7 actions annuelles, donc il y a des demandes qui sont faites. Je ne vais pas vous cacher que le budget de toutes les actions, ça représente à peu près 50 000 €. Et là, nous avons démarré les actions avec à peine 10%, 15% du budget. Ça ne nous empêche pas de le faire. C'est en cours de négociation, les actions se font. Mais c'est vrai que nous ne sommes pas assez aidés, bien sûr. Qu'est-ce que vous auriez aimé alors dans ce cas? Qu'il y ait plus de prise en compte pour des associations comme la mienne. On fait des gestes, à savoir aller vers la population, organiser des manifestations, par exemple des randonnées, des villages pour l'énergie. Je suis en négociation en ce moment avec les élus de l'île de Marie-Galante pour, en fin d'année, qu'on puisse faire le tour de Marie-Galante avec des véhicules électriques, puisque nous avons été les premiers aussi à initier ce véhicule électrique à Marie-Galante il y a 2 ans. Et donc voilà, on espère que justement on sera compris et de toute manière il faut que l'union fasse la force. Et c'est ce qu'on va demander aux Guadeloupéens justement le 22 avril, samedi soir, d'éteindre une lumière ensemble et on verra sur le réseau. Et lundi matin, je vais donner un résultat, on espère positif. Merci Alain Blaze d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Une question, que se passe-t-il en ce moment à la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe? 11 membres ont démissionné. Ils accusent le président de vouloir profiter de sa fonction. On regarde le reportage de Karen Diama. Ce sont de lourdes accusations que portent 11 agriculteurs démissionnaires à l'encontre de l'actuel président de la Chambre d'agriculture. Je réitère mes propos. Le président de Chambre, en tant que le gérant DGFA, a fait un chèque pour un montant de plus de 10 000 € pour acheter 12 parts sociales. Alors que la réglementation dit que les GFA, ils peuvent s'entraider entre eux. Mais il n'a pas créé une assemblée générale extraordinaire pour valider cette décision. Il est passé en maître, comme s'il était au-dessus de tout. Moi, je suis président, c'est le jeu, je décide. Une attitude jugée peu responsable quand une majorité d'agriculteurs peinent à payer leurs charges sociales. La présidente a dit nous, c'est des irresponsables et des voyous. Si nous envoyons un responsable, c'est eux là. Parce qu'on va passer au-dessus de tout le monde pour faire un chèque de plus de 10 000 €. Heureusement que là, ça fait refuser. Et là, nous avons pensé aujourd'hui, les agriculteurs en souffrance, les agriculteurs n'arrivent pas à payer leurs dettes sociales, fiscales. Au niveau des GFA, ils arrivent parfois à peine à payer leur fermage et même leur part sociale. En démissionnant de la Chambre d'agriculture et plus précisément du Collège des chefs d'exploitation, groupe majoritaire de la Chambre composé de 21 membres, les 11 agriculteurs espèrent une nouvelle élection. La loi sur le code rural dit qu'à partir du moment qu'il y a plus d'un quart de démissionnaires, logiquement, on va vers de nouvelles élections. Un quart, c'est 5,5, nous sommes à 6, 9, 11 démissionnaires. Donc logiquement, on doit aller vers ces nouvelles élections. Bon, maintenant, nous attendons que l'État fasse son travail, que le préfet, qui est le garant de l'État en Guadeloupe, qui fasse son travail. Et que le règlement, ou du moins la loi dit que après les démissions, le préfet a son mot à dire. Et dans les 4 mois, il devait organiser les nouvelles élections partielles. Contacté par téléphone, le président actuel, déjà réélu 3 fois depuis sa première élection, se dit serein quant à sa gestion de la Chambre et prêt à attendre les décisions prises par la préfecture. Et eux ne sont pas sereins. Les habitants de Vieux-Bourg-Mornalo sont toujours mobilisés contre la suppression de leur bureau de poste. Nathalie Dinan, Patrick Curie et Moïse Dexter ont tenté de comprendre les raisons de leur colère. On regarde leur reportage. Indécis, pour ou contre, l'agence postale communale divise les opinions des résidents de Vieux-Bourg-Mornalo. Pour les uns, en fonction de son nouveau statut, elle ne correspond pas à la réalité des besoins de cette population assez âgée, principalement en ce qui concerne les horaires. Et les autres veulent juste pouvoir effectuer leurs opérations habituelles, peu importe la nouvelle appellation ou le statut. Oh, ça ne me dérange pas, ça me dérange pas. C'est des sous que je vais prendre. S'il y a une lettre à poster, ça ne me dérange pas. Peu importe, un APC ou bien la poste, du moment que ça fonctionne.
que ce soit pas fermé, qu'on fasse des retraits, versements, que tout soit à proximité des riverains. Oui, depuis ça, on veut aussi vivre. Ça va pas de transport à Djibouti, vous comprenez? Ça a arrangé ce qu'on a. Fait mettez ça, fait pas fermer. Vous comprenez? En compte pour fermer tout là. Ah ouais, faites ça, vous faites. Vous envoyez, mettez un paquet de nouveau et là, on va essayer d'empêcher ce bouga de travail. Si, ça me dérange énormément. Pourquoi? D'une part, le bureau ne sera pas ouvert aux heures habituelles, d'une part. Et d'autre part, ils vont employer des employés de la commune. Ce ne sont pas des gens qui sont assermentés. Donc ça nous pose un grave problème. Quant à la municipalité qui recevait hier le collectif de Vieux-Bourg, elle se dit impuissante et ne peut influer sur cette décision. Ça ne pouvait pas évoluer plus que ce qui était prévu, dans la mesure où c'est une décision qui est prise au niveau de la poste nationale, de conserver un bureau de poste de proximité sous quelque forme que ce soit. Là, au niveau de Morne-à-l'Eau, on a choisi la forme d'APC, mais l'APC, c'est un bureau de poste normal. La seule chose qui change, c'est le montant. Au lieu de donner par exemple 500 €, on donnera 350 €. Et vous avez un mandat à faire, il n'y a aucun problème. La population pourra faire son mandat. La population pourra retirer sa lettre recommandée, acheter ses thèmes. Enfin, tout ce qui se passe dans un bureau de poste normal, c'est ce qui va se passer lors de l'ouverture de ce bureau. Les habitants de Vieux-Bourg, jusqu'à la résolution de la discorde, doivent se rendre soit à l'agence des abîmes à Bois-Ripaud, ou à celle du bourg de Morne-à-l'Eau, ce qui n'est pas du goût de beaucoup. Et le chanteur martiniquais Cyril Sinelu, souvenez-vous, il avait été révélé à la Star Academy en 2006. Il revient sur le devant de la scène avec un single, son premier. Et pour celui-ci, il a fait appel à la plume de Jocelyne Berroir. Nous avons suivi l'enregistrement de ce dernier morceau et le tournage du clip à Paris, Éric Dupuis. Jocelyne Berroir retrouve Cyril Sinelu 13 ans après leur première rencontre à Zoukamine Future Star. Le toujours jeune chanteur a demandé à sa marraine de l'époque de lui écrire un texte sur un thème bien précis. L'icône de la musique antillaise a tout de suite été inspirée. Donc, comme Cyril m'avait dit qu'il avait l'intention de faire quelque chose avec une couleur un peu fête des mers et tout, j'ai dit surtout il ne faut pas tomber dans le truc bateau. Et donc j'ai pensé à un enfant qui serait en prison. Voilà, un prisonnier qui penserait à sa mère. La star de Cassave ne chante pas dans ce single, mais elle interprète dans le clip tourné à Paris, la mère du chanteur, ce qui a pour Cyril tout un sens. C'est ma maman musicale. C'est la maman musicale de beaucoup d'artistes caribéens, beaucoup d'artistes, beaucoup d'Antillais. On se reconnaît dans les musiques de Cassave. Et puis, c'est une parolière extraordinaire. Il y avait ces tripes dans ce qu'elle écrivait et j'avais vraiment envie de rendre ça en musique. Et puis, je suis très, très content du résultat. Et c'est aussi un tournant dans sa carrière, 11 ans après ses débuts à la Star Academy. À 30 ans, pour la première fois, le Martiniquais d'origine enregistre une chanson en créole. Pour moi, c'est beaucoup de pression. C'est la langue maternelle, le créole, donc c'est très très difficile de faire passer des émotions. Il faut pas non plus s'intéresser qu'à la technique vocale et il faut faire passer l'émotion à travers des mots. Des mots en créole qui ont tendance à disparaître des chansons, d'après cet arrangeur spécialiste de la musique afro-caribéenne. Trop souvent aujourd'hui, on a des chansons qui sont en français, qui n'ont pas le même impact, parce qu'on veut essayer d'atteindre certains marchés, etc., etc. Mais on doit défendre notre culture, le patrimoine afro-caribéen est capital. Donc moi, je suis partisan 100% de ce type de démarche. Le single et le clip sortiront exclusivement aux Antilles avant la fête des mers. Si le succès est au rendez-vous sous les tropiques, Cyril espère relancer sa carrière en hexagone avec cette chanson créole. C'est où c'est l'encaouet, c'est où qu'on l'aime tes piti. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain face à la mairie de Vieux Habitants de 8h30 à 13h.
Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais restez sur ATV Guadeloupe dans un instant, Eddy Planté pour Questions Directes.